j'ai constaté, c'est assez amusant que le metteur en scène se défendait d'avoir fait un biopic, alors que c'est exactement ça, hein. Et d'ailleurs, ça en a les caractéristiques de tous ces mauvais biopics aujourd'hui, enfin de tous ces films biographiques qui sont assez pâles. Ils s'emparent d'une personnalité extrêmement forte en général. Il n'y a aucune grande idée de mise en scène, aucun grand parti pris esthétique assumé, puissant et surtout convenablement réalisé. En revanche, il y a une force, c'est qu'ils misent tout sur ce qu'on appelle en anglais le art department, c'est-à-dire en gros la reconstitution des costumes, des décors, et un ou deux comédiens excellents qui vont porter tout sur leurs épaules. Que beleza. Que beleza. Que beleza é sentir a natureza. Tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous recevons Paul Verbeek. Paul Verbeek, bonjour. Bonjour Sylvain. Vous êtes récemment allé voir Limonov, la balade, du réalisateur Sebrennikov, adapté du roman Limonov d'Emmanuel Carrère, narrant la vie de l'écrivain franco-russe Edvard Limonov. Alors, présentation pour nos auditeurs de ce grand personnage. Edvard Limonov, ou Limonov, comme le film nous l'apprend, né en Russie d'une mère au foyer et d'un père officier du NKVD, a grandi dans la ville ukrainienne de Kharkov, a connu l'exil à New York puis Paris avant de retourner en Russie, où il a notamment fondé le Parti national bolchevique. Poète, voyou, figure des milieux underground, majordome, dissident désillusionné du rêve américain, engagé aux côtés de ses frères slaves orthodoxes partout où la main lourde des États-Unis et de leurs valets manipulait les fractions ethniques et religieuses au service du nouvel ordre mondial, Edvard Limonov est un personnage complexe et passionnant. Selon vous, le film rend-il justice au personnage? Alors, si on n'a pas vu, on ne connaît pas bien Limonov, on ne le connaît pas du tout, bon, disons que ça peut être une première approche. Mais c'est peu de dire que ça ne rend pas justice au personnage. Il y a beaucoup de choses qui seraient à signaler à cet égard. Alors, peut-être qu'il faut dire d'abord comment le film est construit. En fait, il suit la trame du livre qu'a consacré Emmanuel Carrère à Limonov. Donc, il suit des étapes hein, qui sont des séquences chronologiques marquées par un lieu. Hein, d'abord Kharkov, puis Moscou. Donc Kharkov, l'enfance, pas très reluisante, hein, mais une enfance, disons, moyenne, normale, et tendant vers le tout petit banditisme en Ukraine. Ensuite, Moscou, après des débuts littéraires dans l'underground soviétique. Après, l'étape New York, qui est d'une dizaine d'années. Alors là, c'est une forme de clochardisation, d'échéance, bon, toutes sortes de débauches. Et puis un décollage avec ses premiers écrits qu'il va réussir à faire passer, puisqu'il va devenir majordome et par différentes relations qu'il va se faire à travers le milliardaire dont il va être le majordome, il va pouvoir faire transmettre ses écrits et les faire publier, notamment en France. Après, il y a la station française, Paris, qui dure aussi 10 ans. Puis ensuite, le retour en Russie, passage par les Balkans, les différentes prisons de Limonov et enfin retour en Russie, Moscou. Bon. Le film choisit, lui, donc Serebrennikov a choisi de mettre le projecteur essentiellement sur New York. Alors, c'est pas très surprenant pour un metteur en scène russe, disons, dissident lui-même, dissident de la Russie de Poutine, qui a choisi l'exil américain. Et quelque part, il rend hommage à ses nouveaux hôtes. C'est une forme de politesse, si on veut. Bon, donc en fait, tout l'épisode new-yorkais est démesuré hein, dans cette histoire. Et cette disproportion est un peu à l'image de la distorsion que ça induit dans la représentation du personnage et dans la compréhension qu'on peut avoir de son parcours et de son évolution. Donc la période, en fait, on va dire funky, celle où il goûte à toutes les formes de marginalité, celle qu'on peut la plus facilement, quoique abusivement, disons, assimilée à une forme de gauchisme, eh ben, c'est la période la plus représentée, évidemment, dans le film. C'est bon, c'est un choix, évidemment, qui est à la fois commercial autant qu'esthétique, et moral et politique. À côté de ce choix, qui ne rend pas vraiment justice, on peut signaler aussi, au titre du style de Serebrennikov, une mise en scène très très clippée, une esthétique assez facile, assez tape à l'œil, des cadrages presque systématiquement trop serrés, un montage hystérique. C'est pas très intéressant. À l'actif du film, en revanche,
des comédiens dans l'ensemble très convaincants, notamment un comédien qui incarne le personnage principal. Et là, c'était nécessaire pour le faire vivre un peu et surnager à travers cette narration relativement incohérente. Alors, si on a l'épisode new-yorkais démesuré, c'est que par ailleurs, il y a des épisodes qui sont minorés ou carrément ignorés. Et à cet égard, par exemple, on n'a rien sur les Balkans, rien sur le moment où en fait Limonov choisit de s'engager aux côtés des Serbes à Sarajevo, par exemple. Ensuite, quand il revient aux côtés de Ratko Mladic, Radovan Karadzic ou de Arkan, rien du tout sur tout ça. Je pense que le Serebrennikov a dû se dire c'est trop compliqué, ça m'obligerait à expliquer certaines choses, je préfère faire l'impasse. La période parisienne est réduite à une altercation dans un studio de radio, d'enregistrement de radio, alors qu'il y a toute l'aventure de l'idiot international qui aurait pu être au moins évoquée métaphoriquement au travers d'une des réunions de rédaction homériques qui sont détaillées, en revanche, dans le livre d'Emmanuel Carrère. Rien sur la Transnistrie, la Moldavie non plus. Et puis, pour la station finale, hein, Moscou, la Russie, c'est extrêmement écourté et on ne comprend rien à ce dernier grand engagement politique, c'est-à-dire la dernière incarnation, la dernière figure de Limonov, c'est ou l'avant-dernière, disons, le chef du parti national bolchevique, chef des fameux Nazbol. Et là, on ne nous donne pas vraiment les moyens de comprendre ce qui se passe. Au sujet de la période New York, Edward Limonov, quand il arrive à New York, est finalement un poète assez peu sûr de lui. Il évoluait dans les milieux underground, il n'a pas vraiment réussi à percer. Il en était réduit à la distribution de samizdat, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a été exilé. Pensez-vous que le film nous explique bien comment est-ce qu'il est arrivé à se construire cette forte personnalité lors de son passage à New York, qui est, comme vous l'avez expliqué, une forme de déchéance et de désillusion profonde. Alors ça, peut-être que c'est plutôt, enfin, à mettre à l'actif du film. Je dirais que cette construction de personnage un petit peu seul contre tous, pardon, une sorte de entre Taxi Driver et Gaspard Noé, vous voyez, enfin, ça c'est peut-être pas trop mal fait, mais encore heureux puisque ça prend pratiquement trois quarts d'heure au bas mot. Hein. Donc on voit marchand de désillusion en désillusion, affamé de gloire et de puissance, le héros forger une prose toute de révolte, toute d'insurrection et d'ambition démesurée, d'amertume aussi, qui fait penser au carnet du sous-sol de Dostoïevski, alors c'est vrai que on peut dire que le personnage il tient à la fois d'Arthur Rimbaud, de François Villon, mais aussi quelque part de Louis-Ferdinand Céline, hein, pour être plus près de nous. Une citation du film, quand il essaie de justifier sa période de majordémitude auprès d'un millionnaire, hein, c'est que pour lui, l'écriture compte finalement assez peu et seul compte l'expérience de vie. Donc, vous avez mentionné Céline à l'instant. C'est effectivement quelque chose qui le rapprochait encore plus de Céline, mais aussi du président de notre association, Alain Soral. Pouvez-vous nous dire quelques mots de cette conception de l'écriture et de l'existence de Limonov? En fait, Limonov est à l'opposé de ce qu'on pourrait appeler un romancier. C'est pas quelqu'un qui bâtit des fictions, c'est quelqu'un qui ne va parler que de son expérience, de ses perceptions, de sa volonté. Donc en fait, c'est pas du tout un auteur de fiction. Hein. Sa matière première, c'est son expérience, c'est évident. Et après, qu'il transforme matériaux qu'il transforme avec son écriture. Plusieurs fois dans le film est mentionné par Limonov lui-même le grand mépris qu'il éprouve pour Solzhenitsyn. Pouvez-vous peut-être Ah, nous expliquer cette forme de mépris? alors en fait, ce sont comment dire, des pôles un petit peu opposés euh, de la manière d'être russe ou écrivain, en fait. Alors déjà, ils ne sont pas tout à fait de la même génération. Hein. 15 bonnes années, il faudra vérifier, mais les séparent, donc c'est pas la même expérience. Ils ont tous les deux goûté de la relégation en colonie pénitentiaire sibérienne, hein, faut le savoir, puisque
Limonov a goûté à la prison à la fin des années 90 et au début des années 2000. Donc ça, ça lui fait un point commun avec Solzhenitsyn, mais en fait, Limonov aimait pas les dissidents, ceux qu'on appelait les dissidents, c'est-à-dire les gens qui ont, à grand fracas, signifié leur désaveu du régime soviétique. Bon, après, on pourrait rentrer en profondeur dans les explications de ce dédain et ce désaccord avec les dissidents, mais c'est d'abord une chose à noter. Ensuite, il y a la posture artistique et morale. Et on peut difficilement faire plus éloigné de Limonov que de Solzhenitsyn. Pour donner un moyen terme qui permette un petit peu de nous approcher de la perception que peut avoir Limonov de Solzhenitsyn, je renverrai à un autre écrivain soviétique qui se payait la tête de Solzhenitsyn, qui est Zinoviev. Alexandre Zinoviev, qui était sans illusion sur les carences, les échecs de l'Union soviétique, caricaturait volontiers dans les hauteurs béantes le personnage de Solzhenitsyn en l'appelant le père la justice. Et pour lui, le père la justice, c'est ce personnage un peu bouffon et ridicule qui constamment enjoint les habitants de Ivangorod, c'est-à-dire l'Union soviétique, à ne plus vivre dans le mensonge. Euh, donc une sorte de prêcheur, de prédicateur un peu vain, un peu ridicule, qui est pas dans le coup du tout. Ça nous approche un peu du point de vue de Limonov sur Solzhenitsyn. C'est Limonov n'a jamais, enfin surtout à partir des années 90, l'urgence c'est pas d'accabler l'Union soviétique. Au contraire, en tout cas de son point de vue. Donc une figure comme Solzhenitsyn, il était voué à s'en éloigner. Enfin, à s'en éloigner, à se tenir à une sévère distance. Peut-être, je ne suis pas au courant, peut-être que dans ces dernières années, sur la fin, il a été moins sévère avec elle, je n'en sais rien, là, c'est une pure hypothèse. Mais j'en suis pas sûr, en tout cas. Et il est bien possible qu'il ait conservé cet éloignement, ce dédain, ce sentiment d'être en déphasage complet avec Solzhenitsyn, qui d'ailleurs lui-même a dit de multiples fois qu'il était aussi en déphasage, mais lui avec l'Occident, qu'il avait accueilli à la fin dans les années 70, mais qui ne correspondait pas à ses aspirations, qui était juste un pis-aller pour éviter un sort pire en Union soviétique. Merci Paul Verbeek pour ces précieux éclaircissements. En mot de conclusion, souhaitez-vous recommander à nos auditeurs d'aller visionner le film et pouvez-vous justifier votre recommandation, s'il vous plaît? Ah, alors oui, bon, en fait, bon, c'est un film de divertissement peu intéressant. Si on le voit une fois, on ne le reverra jamais parce qu'il ne présente pas de profondeur ou un intérêt suffisant pour qu'on se dise ah oui, il y a aussi ça que j'ai pas vu, etc. Non, non, c'est du jeu, c'est du cinéma jetable qu'on peut consommer une fois. Bon, voilà, le regarder sur une plateforme au cinéma ailleurs, Dieu sait où. Mais c'est pas un grand film. T'as pas sûr que ce soit un bon film simplement. Je ne pense pas que ce soit un bon film. J'ai évoqué les passages très hystériques. Il y a aussi donc des distorsions dans la présentation du personnage et qui empêchent de comprendre vraiment, qui empêchent de comprendre le rôle politique et politique constructif qu'il a eu à partir des années 90. C'est même pire que ça, puisque on a un peu de moraline, du prêchi-prêcha vers la fin, puisque on nous montre son parti, la Nesbol, de manière assez caricaturale. Ce qui d'ailleurs est infidèle à l'ouvrage sur lequel repose cette adaptation, puisque l'ouvrage d'Emmanuel Carrère, Limonov, est assez nuancé et fait preuve de beaucoup de compréhension pour son sujet, et donc y compris pour le Limonov, patron de l'organisation nationale bolchevique. Et beaucoup de temps oui, de compréhension, presque de fraternité pour ces Nazbol, dont certains sont des grands écrivains, comme aujourd'hui Zakhar Prelipine, qui a failli être emporté par un attentat perpétré par le régime de Kiev tout récemment. Donc non, voilà, c'est pas la peine d'aller le voir.
je dirais. Si vous allez le voir, bon, vous ne passerez pas un mauvais moment, mais il faut être un petit peu prévenu et c'est mieux d'avoir déjà des lueurs sur Limonov avant d'aller le voir. Si toutefois on entreprend de faire cela. Sinon, allez voir les multiples séquences de Limonov que l'on retrouve encore facilement sur Internet et puis lire ses livres. Pas seulement les livres de la période new-yorkaise, mais qui sont quand même intéressants. Hein. Le Journal d'un raté, Le poète russe préfère les grands nègres, c'était le titre qu'avait choisi Jean-Jacques Pauvert pour son premier livre. Les ouvrages des années 90, ceux qui sont consacrés à l'épopée serbe dans les Balkans. Et puis, donc être averti hein, de la vraie importance de ce personnage et non pas de ce branché marginal qu'on essaie de nous vendre à travers ce biopic. J'ai constaté, c'est assez amusant que le metteur en scène se défendait d'avoir fait un biopic alors que c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça en a les caractéristiques de tous ces mauvais biopics aujourd'hui, enfin de tous ces films biographiques qui sont assez pâles. Ils s'emparent d'une personnalité extrêmement forte en général. Il n'y a aucune grande idée de mise en scène, aucun grand parti pris esthétique assumé, puissant et surtout convenablement réalisé. En revanche, il y a une force, c'est qu'ils misent tout sur ce qu'on appelle en anglais le art department, c'est-à-dire en gros la reconstitution des costumes, des décors, et un ou deux comédiens excellents qui vont porter tout sur leurs épaules dans l'idée d'une espèce de réincarnation. Voilà, on a trouvé celui qui va. Mais pour le reste, pour rentrer en profondeur dans leur sujet, qui est une personnalité, toutes ces biopics tombent à plat. C'est presque systématique depuis un bon moment. On pourrait parler du Napoléon de Ridley Scott, mais c'est assez systématique en réalité de cet essoufflement du cinéma de ce début de 21e siècle. Paul Verbeek, merci pour ces précieux éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Oh,